ben, on est un peu plus de 500 agriculteurs répartis sur tout le territoire, avoir créé une marque. Alors même si notre marque a des connotations bleu, blanc, rouge, fier d'être français, etc., on est vraiment sur un projet européen derrière. Ah non, mais ne dites pas ça, c'était bien parti. Écoutez-moi, mais je sais, c'est pour ça que je dois vous le dire, et je veux commencer par ça, eh bien, une solidarité entre producteurs de France, de Belgique, d'Allemagne, mais avec la volonté de localiser à l'échelle des pays. Parce que ce qu'on veut aussi, c'est éviter que finalement, moi je suis frontalier belge, eh bien, il y a du lait français qui va en Belgique, du lait belge qui vient en France. Et ça, ben, c'est pas très logique. Parce que finalement, ça fait baisser le prix des deux côtés de la frontière. Et nous, ben, ce qu'on veut, ben, c'est qu'on reste encore finalement autonome, garant dans nos pays, et éviter finalement de faire travailler les transporteurs pour faire baisser le prix des producteurs. Et ça va de même avec l'Afrique, ça va de même avec la mondialisation finalement, où des produits comme le lait qui sont périmés normalement bien sous 3 jours. Vous voyez, moi aussi je suis bavard. Hein. Non, c'est très intéressant. Des produits comme le lait qui sont périmés sous 3 jours, ben, ils doivent rester. Ils doivent rester. On doit produire local pour consommer. Oui, non, c'est vrai. Donc je ne sais pas si on se rapproche dans cette vue du monde agricole ou du monde laitier, mais c'est vrai que nous derrière, on est d'accord que c'est pas cet euro plat qu'on veut. Mais il faut quand même être solidaire, parce que moi j'ai appris énormément. Finalement en discutant avec des agriculteurs belges, en discutant avec des agriculteurs allemands. Monsieur, nous voulons sortir de l'Union européenne, mais ne tombez pas dans le piège de la propagande qui dit que sortir de l'Union européenne, ça serait s'isoler du monde. C'est pas vrai. Voilà, Est-ce que la Suisse est isolée du monde? Non. Il y a des échanges constants de table en Suisse aussi. Exactement. Il y a des échanges constants de frontaliers entre la France et la Suisse. Donc la question n'est pas là, la question c'est sortir de l'Union européenne pour que les peuples récupèrent notamment leur démocratie et la protection de leur marché. Le cas échéant, par exemple la Suisse en matière agricole, elle protège par exemple au moment des cerises, des fraises, ils mettent des droits de douane élevés sur ce qui est importé pour protéger la production de cerises et de fraises en Suisse. Mais dès que cette saison qui est très courte est terminée, ils rabaissent pour pouvoir acheter des fraises et des cerises de l'étranger à des tarifs tout à fait intéressants. Donc c'est une protectionnisme qui varie au cours du temps, qui est intelligent. Voilà. Alors que nous, on est obligé on ne peut pas gérer nos intérêts au mieux de façon fine, parce qu'on est obligé de composer avec 27, bientôt 26 autres pays qui ont des intérêts nationaux différents des nôtres. Et donc ce que vous dites me paraît de très bon sens. Moi, on adore les Belges, bien sûr, on n'est pas ennemis des Allemands. Mais ce que vous dites est du bon sens, c'est qu'il faut essayer de produire maximum localement, ne serait-ce que pour les questions d'empreinte carbone d'ailleurs. Bien sûr. On ne peut pas nous dire à la fois une chose et son contraire. Cette logique souvent économique rime aussi avec l'écologie. Oui. Et donc nous, moi ce que j'ai à vous laisser et à vous montrer, parce qu'on fait un peu, on s'est regroupé avec 17 pays et on fait acte de présence, on va dire, à Bruxelles, face justement au Copa-Cogeca qui est hyper pro-libéral. Au très grand lobby, oui, absolument. Eh bien, nous, ce qu'on défend, pour un prix payé, juste prix aux agriculteurs, c'est un prix qui est calculé en fonction des coûts de production. Et alors, tout seul, parce qu'on n'a pas été trop aidé, avec les données du RICA, qui est un réseau finalement comptable européen, avec des fermes finalement suivies depuis des dizaines d'années dans tous les pays, eh bien, on a réalisé des études de coûts de production c'est très intéressant. Dans différents pays, tous de façon solidaire. Alors, je vais essayer de trouver la France, c'est après. Et donc nous en France, là, eh bien, on arrive à un coût de production. Donc quand on prend finalement les achats d'aliments, l'engrais, tout ce qui est semences, le coût de l'élevage, c'est-à-dire tout ce qui est vétérinaire, ce qui est insémination artificielle, l'entretien des bâtiments avec l'amortissement, les énergies, donc ça va beaucoup d'électricité, parce que nous c'est vrai qu'on refroidit le lait, tout ça, par rapport à des grandes cultures où il y a beaucoup moins besoin d'électricité. Par contre, nous on a un peu moins besoin de tout ce qui est gasoil, mais surtout, donc le fermage, etc., mais surtout le salaire du paysan. Parce qu'aujourd'hui, c'est important d'intégrer un salaire. Et quand vous demandez à des agriculteurs à quel niveau ils s'estiment, il n'y en a pas un qui répond pareil, parce que finalement, on s'aperçoit qu'on a tellement l'habitude de ne pas être payé depuis des décennies qu'on ne sait même pas à quel niveau on veut se mettre. Et donc nous, on a décidé, collégialement, avec nos agriculteurs, mais aussi derrière une vision de l'agriculture comme celle d'une entreprise, parce qu'on gère des fermes, mais c'est avant tout des entreprises. On veut être payé à 1,5 SMIC. Je pense que
c'est pas non plus déconnant, 1800 € approximativement, 1800-2000 € pour finalement, Pour salaire net. Ouais, net, pour 60 heures en moyenne, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est France Agrimaire, 60 heures de travail par semaine. Donc en ayant fait ce calcul-là, eh bien on arrive ici à 45 centimes du litre de coût de production en France. C'est assez similaire, hein, c'est entre 40 et 45 sur tous les pays européens. On s'aperçoit que finalement la compétitivité, le fait d'avoir des grosses fermes, le fait d'avoir des petites fermes, il n'y a pas beaucoup d'écart. Donc Oui. ça, je vous le remets. Oui, c'est intéressant comme tout. Donc derrière, c'est notre mouvement européen notre mouvement européen. C'est notre association au niveau européen qui s'appelle l'European Milk Board. Alors, après, ça dépend des pays. On s'aperçoit que c'est pas spécialement la course à la grande ferme, surtout, qui est derrière la plus compétitive. C'est surtout ça qu'on dénonce aussi à travers ce document. Et puis bon, finalement, ce qu'on veut, c'est juste être payé. Et donc avec Fair France, avec notre marque de lait, on s'est rendu compte qu'on pouvait le faire via la consommation. Parce que si on bien explique fait, votre ça, truc, hein. on essaye. Si on explique ça au consommateur, s'il veut garder des fermes familiales, s'il veut garder un tissu rural, beaucoup aussi décrié avec les gilets jaunes et compagnie ces derniers temps. Mais si on veut garder quand même une vie rurale et des agriculteurs avec des fermes à taille humaine autour de chez soi et partout en France, pas seulement dans une région qui serait plus facile à produire, il faut qu'on soit payé 45 centimes. Et donc avec Fair France, ça fait 5 ans qu'on le démontre et qu'on montre à l'industrie finalement, à la grande distribution aussi, que c'est possible que le consommateur, quand il achète un produit, l'argent et la bonne somme d'argent arrive directement dans les poches des paysans. Oui, c'est le commerce équitable. Voilà. C'est bien. Et c'est donc l'année dernière. Et alors vous vendez où alors, on est dans un peu plus de 8000 points de vente sur toute la France. C'est quoi? C'est dans des biocoms, des trucs comme ça? Non, on est chez Leclerc, on est chez Lidl, on est chez... Il y a marqué là équitable. C'est ça. Alors, on peut faire une photo pour la vache bleu, blanc, rouge là? Donc ça c'est comme ça. Le lait équitable, Fair France, bleu, blanc, rouge. Alors nos homologues belges sont noir, jaune, rouge. Les homologues allemands noir, jaune, rouge dans l'autre sens. Et c'est vrai que c'est assez rigolo quand on se met tous les uns côte à côte. Et donc voilà, une brique, et là 45 centimes qui va revenir directement aux agriculteurs. À l'époque des états généraux de l'alimentation, nous finalement, on a trouvé ça il y a déjà 5 ans. On va mettre ça sur notre chaîne télé, on a eu 100 000 abonnés. Hein. Moi, il n'y a pas de problème. Vous êtes monsieur qui? Adrien Lefebvre, je suis le vice-président de la marque. D'accord. Président à Dussat Santé. Là, regardez. Et c'est une association, c'est quoi? C'est une société? Alors, derrière, il y a une association, c'est l'association des producteurs de lait indépendants, qui on va faire le lobby, si on peut dire ça comme ça, mais un petit peu de plaidoyer auprès des politiques, on fait ce qu'on peut. Mais par contre, derrière, non, Fair France, c'est une entreprise, c'est une SAS, qui appartient collectivement à plus de 500 paysans. On a tous de l'argent à l'intérieur, du capital, comme finalement on peut avoir du capital dans nos vaches, dans nos terres, dans nos bâtiments. Et donc, c'est une marque qu'on gère, il n'y a pas de directeur, on a un conseil d'administration, c'est très semblable à une coopérative. Mais c'est une SAS parce que notre but financier, c'est de ramener un maximum d'argent dans la poche des paysans. Donc l'année dernière, c'est un peu plus d'1 million d'euros qui a été distribué à nos agriculteurs sous forme d'argent, vraiment. Et ça, c'est vraiment le manque à gagner aujourd'hui qu'on a sur nos fermes. Et donc ils sont contents. Bah oui, ça ne représente pas 100% de ce qu'on produit. Mais ça nous donne quand même un réel espoir. Et puis on se dit surtout que via la consommation, quand on a un produit peut-être un peu marketing, mais qui explique finalement au consommateur ce qu'il y a derrière une brique de lait qu'il peut trouver en magasin, on s'aperçoit qu'on peut vivre et que c'est bien vu surtout. Donc voilà, un petit peu l'explication. Donc moi je veux bien après venir vous revoir dans votre bureau, expliquer ça un peu plus. Sur notre chaîne de télé. On vous fait un petit entretien pour que les gens... Parce que ça intéresse beaucoup les gens, tout ce qui concerne la consommation locale, le respect des terroirs, le fait de payer un minimum, de payer un maximum. C'est qu'il y a un plancher aussi. Voilà, il y a un plancher qu'il faut pas en dessous. Parce que je crois que dans les années 50, il y avait 50% du revenu des Français qui passaient dans l'alimentation, du moins des gens les plus modestes. Maintenant, c'est tombé à 8%. Ça veut dire que, quelque part, on est quand même peut-être allé trop loin. Il faudrait peut-être remonter un petit peu. On ne va pas remonter à 50%, mais on pourrait peut-être remonter à 12 ou 14% pour que les gens soient mieux payés, parce que là, on a l'impression que parfois, ils sont vraiment étranglés au-delà du raisonnement. Dans le monde laitier, comme dans beaucoup de productions agricoles, nous, ce qu'on a vu aussi, et ce qu'on
dénonce par notre association, l'appli, là pour le coup, c'est aussi qu'on est pour une forme de régulation. C'est des produits, à un moment donné, qui doivent être liés à la consommation. Quand il y a un déséquilibre entre production mise sur le marché et consommation, comme c'est le cas aujourd'hui, surproduction, eh bien, il y a un effondrement des prix. Et cet effondrement des prix-là, il est très impactant pour les agriculteurs français, pour les agriculteurs européens, mais pas que. Et là-bas, il y a une petite vidéo qui passe. Il y a 4 mois, j'étais au Burkina Faso. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à Bruxelles, est stocké des centaines de milliers de tonnes de poudre, de lait, écrémée parce qu'on a eu besoin de beurre et donc c'est de la poudre maigre qu'on appelle ça. Et cette poudre-là, aujourd'hui, elle est envoyée notamment en Afrique de l'Ouest, à pas cher, et elle fait, en plus de faire crever nos agriculteurs français et européens, elle fait crever des agriculteurs à l'autre bout de la planète. Et là c'est, je crois, le plus catastrophique. Et donc, le mois prochain, là, au mois d'avril, il y a des agriculteurs du Burkina Faso et de toute l'Afrique de l'Ouest qui vont venir à notre Assemblée Générale pour être témoins de ça. Parce que ça va faire bientôt 10 ans qu'on lutte contre l'arrêt des quotas laitiers et surtout la non-mise en forme d'une forme de régulation au niveau européen ou au niveau français. Mais à un moment donné, on est dans un commerce mondial. Il faut absolument réguler. Il faut absolument réguler ces productions-là, que ce soit même en Nouvelle-Zélande, etc. Parce qu'on crée du trop sur un marché qui va être destructeur d'emplois ailleurs. Et moi, quand je discute avec un agriculteur d'Afrique de l'Ouest et que son fils ne veut pas reprendre la ferme et qui me dit « je préfère prendre mon bâton de pèlerin et traverser la Méditerranée », mais je me dis là, il y a un gros problème. Parce que voilà, on en est la source du problème et on va récolter finalement, ce qui va se passer derrière. Et ça moi je suis attristé quand je vois ça. Alors, chez nous, c'est sûr qu'on se suicide, deux suicides, un suicide tous les 2 jours. Là-bas, voilà, c'est le phénomène migratoire ou même d'abandon de l'élevage. Et je trouve que c'est malheureux parce que derrière, c'est tout un pan de la gastronomie chez nous, mais aussi dans des pays lointains, comme le Burkina Faso, où il y a des savoir-faire qui vont disparaître au profit de poudres qui vont venir finalement remplacer ça. Et c'est pas du tout sur un même pied d'égalité. Voilà, un vrai dumping qu'on dénonce aussi à travers notre marque. C'est tout à fait intéressant. Alors moi je suis producteur de fruits. Producteur de fruits. Dans la vallée du Rhône. Ah ben vous connaissez Christophe Blanc peut-être, non? Oui. Parce que Christophe Blanc, c'est notre responsable pour les questions agricoles. Là, il n'a pas pu venir parce que c'est en période de vacances scolaires. Il avait promis à sa femme et ses enfants de les emmener. Et c'est lui qui a dû prendre contact avec vous. Et c'est notre responsable agricole. Il est dans la vallée du Rhône, il fait des fruits, justement. Voilà. Donc moi je suis Nord-Drôme, alors pratiquement l'Isère. J'avais à côté de... Ah oui. Alors pour vous donner l'exemple, c'est à côté du facteur cheval. Ah oui. C'est pas l'idéal. C'est le truc... et on produit des fruits, j'ai fait un ERL avec mon fils, Oui. Joris, qui lui est responsable jeune de la coordination rurale. Et on a une exploitation d'une 30aine d'hectares de vergers en ERL. Avec sur le lieu d'exploitation un magasin réunissant 25 producteurs. Donc on fait de la vente pour les collègues producteurs. La vente directe. En fait. Voilà. Et vous faites que des fruits, vous ne faites pas de fruits transformés, il n'y a pas des... On fait des jus de fruits. Des compotes, des jus de fruits. Voilà, ici on amène nos fruits et on a un transformateur parce qu'aujourd'hui les normes sanitaires et tout nous empêcheraient d'avoir un matériel qui est trop onéreux. Oui. Donc on a fourni une personne avec qui on a un contrat, donc on amène notre marchandise et nous la transforme et nous la rend sur les cas, il travaille à la façon. D'accord. Parce que l'autre fois, il y a 1 an de ça, Christophe Blanc dont je parlais, un jour je vais à un Monoprix à Paris, un Monop, rayon des jus de fruits, je vois sa photo. Donc Monoprix a lancé une gamme de jus de fruits avec petits producteurs. Et il y a la photo des petits producteurs et il y avait lui qui était dedans. J'ai trouvé ça assez sidérant. Je ne sais pas comment il a fait pour se retrouver dans ce genre de filière. Mais... La vente, moi j'ai un voisin qui a trouvé mes fruits au Luxembourg. Comment il a su que c'était vos fruits? Parce que j'ai créé une marque avec 2 poires, c'était marqué les vergers de la Valois, les vergers de Font-Blanchet. D'accord. Donc, vous avez combien d'hectares, vous avez dit? 30 hectares de fruits. Ah, mais c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Pas Ça mal. occupe.
Et alors donc les problèmes que vous avez, c'est le problème de la cueillette, des travailleurs saisonniers en quelques semaines. Alors, on a eu une grande inquiétude avec le TODE, qui voulait nous supprimer. TODE, rappelez-moi. C'est l'aide aux salariés saisonniers. D'accord. Ça, il était question de nous la supprimer. Oui. Donc si on nous supprimait la TODE, ça nous augmentait à peu près de 200 € par mois l'ouvrier. Par tête, par oui. Ah oui. Donc quand on a le gros coût de l'exploitation, on est 30 sur l'exploitation. Donc 30 multiplié par 200, on serait plus compétitif. Aujourd'hui, notre problème, c'est d'être compétitif. On ne peut pas être compétitif face à nos collègues espagnols, face à nos collègues italiens, qui n'ont pas le même SMIC, qui n'ont pas les mêmes charges, qui n'ont pas les mêmes contraintes environnementales. Aujourd'hui, il y a des produits qui sont interdits en France, autorisés en Espagne. Par exemple. Le fameux produit contre la cerise de la mouche de la cerise, j'ai un trou de mémoire. Diautomate. Ouais. Oui, mais c'est en Turquie aussi. On accepte cette distorsion de concurrence. Donc nous, on est tout à fait d'accord avec ça. Tout à fait d'accord avec vous sur ça. C'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a une distorsion de concurrence entre les pays de l'Union européenne. Il y a 2 ans, on interdit les importations de cerises provenant de Turquie traitées avec une molécule spécifique. Le diméthoate, ça y est. Exactement. Et puisqu'on l'a interdit aux producteurs français, 2 ans après, on recommence à importer des cerises de Turquie sous prétexte que la Turquie s'est engagée à ne pas utiliser ce produit. Mais on ne contrôle pas. Il n'y a aucun contrôle qui est fait. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand contrôle qui est fait. C'est comme l'affaire de la traçabilité de la viande de Pologne. Là, ça, il y a eu un scandale récemment. Tout à fait, oui. Parce que quand je parle avec des gens, là, j'ai vu certains de vos collègues d'autres syndicats. Donc on me dit oui, mais en France, on a des très bons contrôles. Mais en France, justement, mais c'est ça le problème. Et oui, mais en France. Mais donc nous, on est vraiment pour... C'est là où on diffère un petit peu de votre position pour l'Europe, mais une Europe unie, forte, avec les mêmes règles. Nous, on voudrait les mêmes règles. C'est pour ça qu'on se bat. C'est parce qu'aujourd'hui, nous, en France, on respecte des normes qui ne sont pas respectées en Europe. Et on importe... C'est obligatoire en Europe. Tout à fait. Et on importe des produits avec des produits avec certaines molécules interdites en France, ce qui nous semble aberrant. Donc c'est vraiment à ce niveau-là. On a une taxe sur un produit qui s'appelle le Captan, une taxe environnementale qui est de 22%, qui n'existe pas en Espagne. Aujourd'hui, les agriculteurs frontaliers font beaucoup la navette entre la France et l'Espagne. On parle de la cigarette, mais les produits phyto, c'est pareil. Aujourd'hui, nous, on a une TVA phyto à 20%. Vous me direz, la TVA, on va la récupérer. Mais voilà, au bout de 3 mois, pour moi personnellement, au bout de 3 mois, des collègues au bout d'un an. L'avance de trésorerie, vous voyez où comme elle est compétente. En plus, il y a des problèmes sur la PAC de façon plus générale. La Cour des comptes a sorti un rapport il y a quelques mois, je crois, qu'il y a eu une réforme complète de la surveillance des surfaces agricoles utiles, il me semble, en France, à la demande de l'Union européenne. Il y a eu des délais de paiement absolument incroyables pour les agriculteurs, je crois. Hein. Alors, je vais vous donner encore un cas personnel. On a monté avec mon fils un gros bâtiment exploitation agricole, à peu près 450 à 500 000 €. On a fait une demande d'aide FEADER. On a eu des aides FEADER qui ont été attribuées en 2016 pour la somme FEADER de 72 000 €. De 72 000 €. Ah oui, c'est pas une paille quand même. Et pour la Drôme, 22 000. Sauf qu'entre 2016 et ces jours-ci, ils ont changé le règlement. Donc de 22 000 à la Drôme, j'ai touché que 9 000. Que de 72 000 en Europe, je vais toucher que 38, mais que je n'ai toujours pas touché. Depuis 2016. Depuis 2016. Donc aujourd'hui, si la banque ne m'avait pas fait un prêt à court terme pour avoir cet argent, parce que moi, dans mon plan de financement de mon bâtiment, j'avais rentré cette somme d'argent. C'est quoi comme banque? C'est le Crédit Agricole? Oui, Crédit Agricole qui a joué le jeu, parce que mon banquier a joué le jeu. Mais il vous fait ça moyennant taux d'intérêt quand même. Oui, mais enfin, il a quand même joué le jeu. Parce oui. Il peut me dire, vous êtes au jeune homme de votre prêt, débrouillez-vous.
ce qui reste insupportable, c'est qu'il y en a qui attendent leurs aides depuis 2 ans. Et aujourd'hui, on vient leur dire, on vient faire un contrôle d'abord pour savoir s'ils peuvent toucher leurs aides. Et on leur demande pas, après, on leur donne aucune indication sur le délai quand leur demande sera traitée. Donc en fait, ils attendent des aides depuis 2 ans qu'ils devraient percevoir. On continue de les contrôler pour voir s'ils respectent les règles et ils ne touchent toujours pas les aides. C'est quand même assez aberrant à ce niveau-là. Et du coup, on milite. Nous, on a demandé que un audit des services administratifs, parce qu'aujourd'hui, on nous dit quoi ? 2 ans de retard, parce qu'on a eu des problèmes avec le logiciel qui doit traiter ces demandes. C'est pas normal d'avoir 2 ans. Derrière, c'est des hommes et c'est des exploitations. Aujourd'hui, moi j'ai fait la bêtise de payer mes impôts fonciers par chèque. Mais je ne savais pas que quand on dépasse de 1 500 € le chèque foncier, on doit faire un virement aux impôts. Donc j'ai eu droit à une amende de 0,05% de la somme que je leur devais, avec un minimum de 25 €, parce que j'avais payé par chèque. Alors merci les Gilets jaunes, Macron a supprimé cette amende. Mais franchement, je sais pas. Alors plus globalement, la question de la réforme de la PAC, comment vous voyez ça ? Avec la renationalisation potentielle des politiques dans un cadre de marché qui reste par ailleurs complètement ouvert, c'est quand même dingue. D'abord, il faut que l'Europe ait l'indépendance alimentaire. Il faut sortir l'alimentation de l'OMC. Parce que moi, un Airbus, c'est pas du blé. Des poires, c'est pas des boulons. Pour moi, si on sortait de l'OMC l'agriculture, et avec une indépendance, parce que M. de Gaulle, quand il a fait l'Europe, si je me rappelle bien des livres d'histoire, de Gaulle avait dit l'indépendance alimentaire et une préférence communautaire. Elle est où aujourd'hui en Europe, la préférence communautaire? Elle n'existe plus. Donc, à la limite, l'Europe n'est plus ce qu'elle était à la base. Elle n'a jamais vraiment été à la base, mais ce qui est vrai, c'est que maintenant, en l'Europe des 6, en 1962, d'abord De Gaulle n'était pas pour. Le traité de Rome, ça s'est passé en 1957, il n'était pas au pouvoir. En 1958, il est arrivé à l'affaire algérienne. Donc entre 1958 et 1962, c'est-à-dire le référendum des accords d'Évian et la fin de la guerre d'Algérie, il ne s'est en fait rien passé, en fait, suite au traité de Rome. C'est après le 15 mai 1962, De Gaulle il tourne la page et puis il commence à prendre en main l'affaire de l'Europe. Et il comprend tout de suite, s'il le dit dans sa conférence de presse du 15 mai 1962, que en fait, ce truc-là, c'est en fait sous commandement américain. Il ne le dit pas comme ça, il dit qu'il faudrait un fédérateur extérieur qui ne soit pas européen. Enfin bon, bref. Les ministres MRP, les ministres centristes de son gouvernement claquent la porte. Et il se retrouve sans majorité. Et donc, pour avoir une majorité dans la mesure où la gauche lui refusait la majorité, ce qui est d'ailleurs un peu bizarre, parce que les communistes qui étaient d'accord avec lui sur une question de souveraineté nationale auraient pu le soutenir, il ne pouvait compter que sur la droite, et donc il devait compter sur le MRP, c'est-à-dire l'ancêtre de l'UDI ou du MoDem. Donc pendant toutes les années 60, jusqu'en 69, jusqu'au moment où il est parti, il avait compris que la construction européenne risquait de nous mettre sous la suzeraineté des États-Unis, et accessoirement de l'Allemagne, mais il n'avait pas les moyens politiques d'en sortir, puisqu'il n'avait pas la majorité. Donc ce qu'il a essayé de faire, c'est qu'il a essayé de, faisant contre mauvaise fortune bon cœur, de faire que l'Europe servirait les intérêts français. Il y était aidé par plusieurs choses. D'abord, c'était que l'Europe des 6 à l'époque. Oui. On n'était pas 28, ni 27. Deuxièmement, l'Allemagne était coupée en 2. Elle était un nain politique, elle n'était pas encore à l'ONU. Elle est entrée à l'ONU qu'en 73, parce qu'elle était pestiférée. L'Italie, il y avait l'Italie du Nord qui était riche, et puis le Benelux pesait pas grand-chose. Donc en fait, dans l'Europe des 6, la France, du point de vue politique, surtout dirigée par De Gaulle, c'était quand même le seul membre permanent au Conseil de sécurité, la seule puissance disposant d'une bombe nucléaire, le plus grand pays en superficie, dirigé par Charles de Gaulle, etc., au centre même de l'Europe des 6. Et puis De Gaulle, il s'en laissait pas compter. Pour lui, c'était l'intérêt national avant tout. Donc ce qu'il a fait à ce moment-là, c'est qu'il a demandé et obtenu le lancement de la PAC, la politique agricole commune. C'était la seule vraie politique qu'il a obtenue. Et il s'est dit, on va faire payer les Allemands, parce que c'est un vieux côté revanchard français, l'Allemagne paiera, en 1870, en 1914, en 1945, etc. Donc, il s'est dit, on va faire payer aux Allemands la modernisation de l'économie de l'agriculture française. Et ça a un peu marché dans les débuts. Non, on en est loin, ça n'est plus du tout comme ça que ça fonctionne.
Et ça a un peu marché, c'est-à-dire qu'effectivement la France a reçu de l'argent, elle était bénéficiaire nette à l'époque. Mais depuis les années 90, la France, elle n'est plus bénéficiaire nette. Elle donne beaucoup plus d'argent chaque année qu'elle n'en reçoit. Et avec la réforme de la PAC, qu'est-ce qui se passe? C'est que la PAC, elle a servi les agriculteurs français, fondamentalement, des années 60, au départ, incontestablement. C'est pour ça que dans la mentalité des agriculteurs français, de père en fils, de mère en fille, les agriculteurs français ils ont encore une espèce de réflexe, être pro-européen parce que c'est la PAC. Mais ils ont simplement pas vu le monde changer. C'est-à-dire qu'au début, on était bénéficiaire net d'argent, mais depuis les années 90, on donne de plus en plus d'argent. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on a eu de plus en plus de pays qui sont entrés dans l'Union, avec des conditions salariales, sociales, etc., qui n'ont plus rien à voir. Troisièmement, le centre géographique de l'Europe n'est plus en France, mais il est devenu en Allemagne. L'Allemagne, qui en plus s'est réunifiée entre-temps, est devenu le principal pays de l'Union européenne à tous les égards. En plus, on a un euro qui est coté à mi-chemin entre ce que serait le Deutsche Mark et la drachme grecque. Donc c'est coté à mi-chemin par rapport au dollar. C'est pas assez cher pour l'économie allemande. Donc l'économie allemande, elle bénéficie d'un soutien majeur. Elle a une monnaie qui est trop faible pour sa compétitivité. Il dégage des excédents commerciaux géants de 280 milliards d'euros devant la Chine, premier excédent mondial. Ce qui leur permet d'avoir aucun chômage, puisque plus vous exportez, plus vous faites travailler des gens chez vous pour l'étranger, alors que plus vous importez, plus vous achetez du travail fait ailleurs, en fait. Quant à la France, elle a 80 milliards d'euros de déficit. Donc nous, au contraire, on crée du chômage. Et l'objectif constant d'un certain nombre de pays qui nouvellement arrivés, nouvellement à partir de 72, le Royaume-Uni, le Danemark, etc., puis a fortiori après les autres, les Scandinaves, a été de torpiller la PAC. Parce que la PAC était considérée comme servant trop les intérêts français. Et moi, ce que je vois dans ce qui se passe là, dans ce projet de PAC nouvelle Horizon 2020, c'est que, d'abord, le budget va diminuer de 15%. Alors, ils prennent appui sur le fait que le Royaume-Uni s'en va, donc il y a moins d'argent, parce que les Britanniques, eux, ils vont garder le pognon pour eux. Hein, donc le Brexit, on se reverra l'année prochaine, vous verrez le Brexit. Vous allez voir comment ça va être. Ceux qui vont se mordre les doigts, c'est nous qui vont se mordre les doigts. Parce que c'est nous qui devons payer plus, en fait. C'est nous qui devons installer des droits de douane. Il y a des gens qui me disent... tout à l'heure, j'en parlais avec le président de vice-président de la FNSEA. Là. Il me disait, bon, alors en Normandie, ils sont très inquiets pour leurs exportations de lait, mais les produits laitiers, mais pourquoi? Les Britanniques, ils vont continuer à acheter des produits laitiers normands. Le 29 mars, ils sortent le 29 mars du Brexit, le 30 mars ou le 2 avril, ils vont passer des commandes. Il y a eu un jour, là, il y a eu quelques semaines, il y avait une télé française qui avait interviewé un viticulteur du Bordelais et qui lui ont dit, est-ce que vous avez peur du Brexit? Et notre compatriote a répondu avec beaucoup de bon sens. Il a dit, oh, vous savez, ça fait 800 ans qu'on vend du vin de Bordeaux aux Anglais, je ne vois pas pourquoi on changerait. Parce que la vérité, c'est qu'après le Brexit, les Anglais, ils vont passer des commandes de cognac, de Bordeaux, de Roquefort. Enfin, pourquoi ils ne vont pas changer leurs habitudes? Et les producteurs français seront très contents de les leur vendre. Ceux qui vont avoir un problème au moment du Brexit, c'est nous, parce que comme le Royaume-Uni sera sorti de l'UE, nous avons l'obligation de leur imposer le tarif extérieur commun. Donc c'est nous, on est en train d'embaucher, il y a 40 douaniers qui ont été embauchés à Calais, on est en train de créer des structures pour faire des taux des droits de douane. Mais les Britanniques, je ne sais pas ce qu'il en est, mais eux, ils peuvent très bien, puisqu'ils redeviennent libres, ils peuvent très bien décider pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, de ne pas appliquer de droits de douane. À mon avis, ils en appliqueront, mais ils ne sont pas pressés par le temps comme nous. Et il n'y a aucune raison pour qu'ils s'arrêtent d'acheter leurs produits en France, c'est juste à côté. Donc on a beaucoup exagéré. Il n'en demeure pas moins que la PAC est dans le collimateur depuis des années. La diminution, c'est vrai que les Anglais, ça fait faire 13 milliards d'euros, 13 ou 15 milliards d'euros en moins au budget. Et il a été prévu de faire baisser, si j'ai bien compris, sur l'horizon 2020-2027, de 43 milliards d'euros, c'est quand même pas une bagatelle, la PAC. Ça veut dire que nous, on donne 24, actuellement on reçoit 15, donc on laisse 9. Peut-être que dans 5 ou 6 ans, on donnera l'équivalent en euros constants de 24, mais au lieu de recevoir 15, on recevra peut-être que 13, puisque la politique agricole commune, la France est la première bénéficiaire. On est les premiers dans le collimateur, en fait. Et alors, moi, c'est la vision que j'ai des choses, mais il y a une autre vision, c'est qu'ils veulent renationaliser
les politiques en matière, c'est-à-dire permettre aux États d'avoir des aides à leurs agriculteurs, tout en maintenant la libre circulation dans le marché commun. Alors, pour rebondir sur deux petites choses, vous avez dit que les agriculteurs étaient attachés à la PAC. Je crois, oui. Parce que ça. Nous, on a très bien vu que la PAC avait changé depuis qu'on s'est créé. Oui, quand je dis, mais je ne parle pas de vous, parce que je sais que la coordination rurale, vous êtes des. Oui. On a vu. Donc nous, ça fait depuis 25 ans, depuis la création du syndicat, qu'on se bat pour une nouvelle PAC. Parce qu'elle ne convient plus du tout aux besoins des agriculteurs. Et sur la nouvelle PAC, enfin, ce qui est discuté, la renationalisation, bien sûr, c'est pas possible. Quand on garde la libre circulation des biens, c'est pas possible. Bon, il faut soit tout renationaliser, soit rien renationaliser. Il faut remettre des frontières au marché. Voilà. Exactement, là il n'y a aucune logique là-dedans. Donc nous on se bat pour ça. C'est le contraire de la concurrence libre et non faussée qui est la base de l'Union. Mais bien sûr, à ce niveau-là, nous on se rejoint bien entendu sur ces propositions. On se rejoint tout à fait. Nous on dit juste qu'on préfère une Europe. C'est au niveau européen que ça peut se jouer, pas au niveau français. Mais sur toutes ces questions, la renationalisation, c'est une aberration. On ne peut pas renationaliser en laissant la libre circulation des produits. Là, je suis entièrement d'accord avec vous. On a laissé le marché du soja aux Américains. Hein. Et on est capable de faire du soja en France. Hein. Et non GM. Alors en plus, on parle de la régionalisation. Ce qui, alors ça, on sort un peu des contraintes agricoles spécifiques, mais ce qui va dans le sens de ce que je ne cesse de dénoncer, c'est la politique constante, permanente, subreptice, sournoise, de démantèlement progressif de l'unité nationale des grands États-nations. C'est-à-dire donner toujours plus de pouvoir aux régions et en retirer toujours aux États. C'est toujours la même chose. Donner de plus en plus de pouvoir à l'Europe d'un côté, aux régions de l'autre. Regardez ce qui vient de se passer en Alsace. C'est gravissime. C'est gravissime. Nos compatriotes du Haut-Rhin avaient voté non en 2013 à la séparation. On va leur imposer quand même. Si on a voté un référendum, on a voté non aussi. Ça, je suis d'accord. Vous avez peut-être voté non comme moi. Certainement même. Non, mais c'est un scandale. Mais là, non seulement c'est un scandale démocratique, mais c'est en plus de ça un scandale quant à l'unité nationale. C'est ça qui est le problème. Qu'est-ce que vous pensez de la loi Egalim ? Vous n'auriez pas un petit verre d'eau? Bien sûr, attendez. Excusez-moi parce que je meurs de soif. Non, mais pour moi, mon métier, c'est de produire de la belle qualité et vivre de mon métier. Moi, toucher une aide de l'État, ça ne m'intéresse pas. Vraiment. Vous voudriez être bien rémunéré. Voilà. On a un coût de production. On est quand même, l'agriculture, on est quand même la seule profession où on a droit de vendre à perte. Et on va à perte. Aujourd'hui, un producteur de lait, je ne fais pas de lait, mais un producteur de lait qui vend du lait à moins de 400 € la tonne, il a un tout de son coût de production. Et c'est rien de scandalise. Aujourd'hui, nous, je vends des fruits. Vous êtes très gentil, excusez-moi. C'est un peu impoli de ma part, mais au prix de 2010. Oui, au prix de 2010. Ah, moi j'ai vu une statistique, on nous expliquait que dans les années 50, le Français de moyen consacrait jusqu'à 50% de ses revenus à l'alimentation et que c'est tombé à 8%. Oui, moi on m'a dit 16%, alimentaire 16%. Alors ça veut dire qu'il y a quand même un problème, ça veut dire qu'en fait il faudrait remonter un petit peu la part consacrée dans les revenus. Mais il n'en faut pas beaucoup pour qu'on vive bien de notre métier, il en faut très peu. Vous ajoutez, on a calculé avec mon fils, on nous ajoute 5 centimes par kilo de fruits produits, entre 5 et 10 centimes, on est bien. On est bien. Et alors, il n'y a pas des moyens de faire, là je viens de voir, d'aller chez un truc que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Faire France, où ils font de la vente de lait équitable, c'est-à-dire fait en France, et où on paye aux agriculteurs leur juste revenu. Oui. Et donc ça sort de Lactalis, ça sort de la Sodial, ça sort de ces trucs-là. Lactalis, c'est quoi d'une coopérative? Elle a quoi comme mot coopérative? Lactalis, c'est une coopérative? C'est pas une coopérative. C'est un industriel, mais avec les taxes et les marques, les taxes, les trucs d'une coopérative. Et on ne peut pas faire ça par exemple, dans le domaine des fruits et légumes.
un truc comme le Fer France qu'on a vu pour le lait là. Si, on l'a un petit peu, le fruit et légumes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, 80% des fruits et légumes, c'est les centrales d'achat. Aujourd'hui, sur 10 kilos de pommes qui se vendent, 9 partent d'un supermarché. Après, on a une petite niche où moi je suis dedans, j'en profite, je suis dans la petite niche de la vente directe, circuit court, je suis producteur, expéditeur et commercial en même temps, je fais tout moi. Mes poires, je les cueille, je les emballage et je les envoie sur un gis. Mais je prends les risques. Vous faites le lavage, vous faites le calibrage. Calibrage, j'ai du monde à la calibreuse, j'ai une expédition, j'ai un courtier, je signe des contrats avec des boutiques, mais je fais le rôle d'un expéditeur, je suis producteur et expéditeur à la fois. Et vous voyez l'effet de ces trucs dont on a eu le gouvernement a eu plein la bouche, consistant à imposer une marge minimum de, je ne sais plus quoi, 10% sur les produits de grande consommation comme Coca-Cola, et puis en à contrario, ils prenaient l'engagement. C'est ça. Oui, on peut rêver. Cette théorie du ruissellement que Emmanuel Macron aime tant, aujourd'hui, après un an, elle ne se mesure pas. Enfin, l'agriculteur, il n'est pas payé plus cher son produit. En fait, on a pris avec les États généraux de l'alimentation, on a pris le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'on va permettre, avec ces 10% à l'industriel, à la distribution, d'accroître ses marges. Et de ce constat, on va faire appel à leur bonne volonté pour qu'ils rémunèrent plus cher le producteur. Enfin, ils vont prendre le premier truc et laisser faire le second. Si ça marchait, on le saurait. Enfin, non, c'est pas possible. Les États généraux de l'alimentation, à la base, c'était pour permettre d'avoir des prix rémunérateurs pour les producteurs. Pourquoi on ne partirait pas de la base, c'est-à-dire on ne partirait pas sur les coûts de production de chaque producteur dans chaque production, qui sert comme base de négociation. À partir de là, c'est le prix plancher, le prix minimal. On ne peut pas vendre à perte, on ne peut pas acheter un produit sous ses coûts de production. Enfin, quelle est la logique encore? Là aussi, on s'interroge, et ça, on l'a dit, on a pris le mot, on l'a pris à l'envers, ce problème pour les États généraux de l'alimentation. Aujourd'hui, on nous dit que le lait, ça marche, mais ça représente très peu de volume actuellement. Il y a des bonnes initiatives, mais ça représente très peu de volume. Et puis il y en a beaucoup qui ont arrêté. Bien sûr, dans plein d'interprofessions, pour se mettre d'accord sur les indicateurs, c'est très très compliqué. Donc aujourd'hui, cette loi EGA elle manque clairement de consistance et surtout d'effets. On ne voit pas les effets sur le terrain, les agriculteurs ne voient pas les effets sur le terrain. L'abricot s'est vendu peut-être un peu plus cher, mais il n'y en avait point. Nous, en fruits, c'est l'offre et la demande. Donc, je ne peux être que d'accord avec vous, parce que dans mon programme, justement, j'avais pas en matière agricole, m'inspirant des travaux d'ailleurs de Christophe, justement, j'avais proposé ça. Il faudrait qu'il y ait des prix planchers qui soient fixés pour rémunérer les agriculteurs et favoriser l'installation de certains d'entre eux, peut-être aussi d'ailleurs. Tout le reste, c'est littérature, en fait, c'est du pipeau. Bien sûr, et ça, alors là, on est tout à fait d'accord. C'est du pipeau. Mon fils en a fait une seule réunion au ministère de l'Agriculture, une grosse réunion des GGA. Il m'a dit, je suis rentré avec 9 détentions, j'ai dû sortir, je devais en avoir 18. Il a envie de tout casser. Alors vous avez quoi comme position sur la PAC finalement? Parce que tout ça, c'est gentil, tout le monde dit oui, mais nous, on est pour ci, nous, on est pour ça, mais en fait... La France, elle va se faire encore avoir là-dedans parce qu'elle va être minorisée sur ces questions de PAC. Parce que l'Allemagne, si j'ai bien compris... Aujourd'hui, je pense qu'on a un ministre de l'Agriculture qui, s'il dit qu'il ne connaît pas l'agriculture, il la connaît parfaitement parce qu'il est à Drôme. Ouais. Donc, Monsieur Guillaume, Didier Guillaume. Il connaît très bien. Lui, il connaît bien son sujet. Il connaît bien son sujet. C'est déjà ça. Il a plus d'ambition politique après ça. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Ceux qu'on a eu avant avaient plutôt des ambitions personnelles qu'agricoles. Oh. Et monsieur Le Foll était porte-parole au ministre de l'Agriculture. Moi, je me suis posé la question. Il était plus porte-parole que ministre de l'Agriculture. Et c'est le ministre qui a eu le plus gros taux d'absence à Bruxelles. Ah oui.
Vous avez toutes nos propositions sur la PAC et les états généraux de l'alimentation sur cette clé. En fait, on a fait des dossiers, donc n'hésitez pas et vous pouvez revenir après vers nous pour discuter. Mais on a toutes nos propositions ici, en fait. Ça, c'est pas mal. Donc, c'est des Il faut dossiers. qu'on fasse ça, nous, pour l'UPR. Il faut que l'UPR fasse la même chose avec toutes ses propositions et son truc. Ouais. C'est très bien. Vous savez que nous, notre mouvement se porte très très bien. Merci pour lui. Ouais. On a une chaîne de télé qui s'appelle UPR TV, sur laquelle on va mettre ça et on a filmé tout le monde. On a dépassé les 100 000 abonnés et on fait régulièrement 150 000, 200 000, 300 000 vues. J'ai fait un débat d'entretien avec Étienne Chouard qui appelle à voter pour notre liste aux européennes, ce qui fait qu'il y a plein de gilets jaunes qui viennent nous voir. On en est à 300 000 vues au bout de 15 jours. J'ai fait une petite vidéo sur le pacte de Marrakech il y a un mois, on en est à 500 000 vues. Alors, on n'a pas toujours ça, mais on a toujours au moins 80 100 000 vues au bout de 10 jours. Si ça vous intéresse, peut-être que vous-même ou le président de la coordination rurale pourrait venir pour un débat ou pour vous poser des questions, pour que vous exposiez. Parce que ce que l'on veut, c'est ouvrir cette chaîne de télévision à tous ceux qui n'ont pas la parole dans les grands médias. Et puis de façon un peu intelligente, un peu approfondie, parce que moi, l'expérience que j'ai, c'est que, en fait, les Français, ils ne connaissent rien sur l'agriculture. Enfin, le Français lambda, à part les agriculteurs, mais le Français qui vit, qui est salarié dans une entreprise, il ne connaît pas grand-chose. Et on n'a jamais l'occasion de donner la parole aux agriculteurs pour faire un petit truc approfondi. C'est pas Stéphane aussi. Oui, peut-être. Mais il y a aussi le temps de parole. Si ça vous intéresse, on a proposé ça. Les gens de la FNSEA veulent venir. Parce qu'on a maintenant une vraie audience sur Internet. Notre site Internet, c'est le site le plus consulté de tous les partis politiques français, mine de rien. Alors, je continue à être blacklisté des grands médias nationaux, mais sur Internet, on a une très, très, très bonne... ça se passe très bien. Donc, si ça vous intéresse, on peut prendre vos coordonnées. Et puis on propose, je dis, monsieur, c'est toujours Bernard Lannes, le président, ou il y a deux, trois, ou François Lucas. Véronique Lefloc, secrétaire générale. Voilà. Mais alors, de toute manière, outre l'audience, nous on est toujours intéressés de discuter avec une liste aux européennes d'une PAC, de faire avancer le débat. Donc ça, il n'y a pas de problème. Nous, on va vous laisser nos coordonnées et on sera ravis d'intervenir. Je pense que ça serait pas mal. Je pense aussi. Et là, on a ouvert notre studio à des gilets jaunes. Ils disent des choses, on n'est pas forcément d'accord. Donc, en général, c'est Fabien qui filme. On a fait des trucs d'1 heure. Alors, on commence à dire, voilà, on donne la parole aux gilets jaunes. Donc, ce qui va être dit là n'engage pas l'UPR. Puis, à bout d'1 heure, on dit, ce qui a été dit n'engage pas l'UPR. Mais c'est bien parce que ça leur donne... Puis ça donne, les gens, ils réfléchissent. Il y a quelque chose qui est bien, je trouve, dans la France d'aujourd'hui, depuis ce mouvement des Gilets jaunes, que nous, on a plutôt approuvé, mais nous, on n'a pas voulu faire de récupération. J'ai pas mis de Gilets jaunes, j'ai pas fait ce genre de truc. Mais il y a quand même quelque chose qui est bien, c'est qu'on sent que les Français commencent à se poser des questions, je trouve. Les Français, parce qu'il y a quand même, ça part dans tous les sens. Mais pas seulement en matière agricole. Mais tout à fait, nous, le mouvement des Gilets jaunes, on ne l'a pas récupéré non plus, mais au niveau du national, on n'a pas donné de mot d'ordre, mais on sait qu'au niveau départemental, beaucoup d'agriculteurs suivaient le mouvement, parce qu'aujourd'hui, à la base, le mouvement des Gilets jaunes, c'est face à l'abandon du monde rural. L'abandon du monde rural, l'agriculture, on est dans ce cas-là. Donc, beaucoup d'agriculteurs étaient sur ce mouvement des Gilets jaunes. Tout à fait. De toute façon, Parce que le mouvement n'est pas terminé. le rural est devenu le parent pauvre de la France. Aujourd'hui, les écoles, elles ferment plus les jours. Trouver un médecin, ça devient... Oui, mais tout est à l'avion. Tout à l'heure, j'étais sur TV Agri. Là, en fait, c'était des étudiants de l'OSJ qui me disaient, voilà, comment... Il m'a interrogé sur le prix des médicaments. Bon, enfin, c'était un peu n'importe quoi. Mais tout va de pair. Quand on autorise l'ouverture de grandes surfaces, on a moins de villes de 20 000 habitants. Maintenant, ils ont des quantités de grandes surfaces. Donc, les villages chômeurs, moi, je le vois dans la Nièvre. Moi, j'ai ma maison de campagne dans la Nièvre. Maintenant, il faut faire 20 km pour aller à Cône-sur-Loire pour acheter dès qu'on veut acheter un truc. Parce que tout se ferme, en On a fait. ce problème sur Os, là, ville de... Vous êtes allé dans le Gers? Dans le Gers. Vous aussi? Au siège de la coordination rurale. Tout le monde est dans le Gers. Tout le monde est dans le Gers. C'est le plus gros département de France. Le siège de la coordination C'est un rurale. très beau département. Mais le Finistère et le Lot Le et la Finistère, Haute-Corse, c'est pas mal. magnifique. Et je ne vous parle pas de la Drôme. Du coup, il y a deux Et les Hautes-Alpes. grandes surfaces déjà. On a un Carrefour, on a un Leclerc.
et ils viennent d'ouvrir un hypermarché en plus. Ça fait 3 énormes grandes surfaces. Il n'y a plus, à Auch, il y a plus personne dans le centre-ville et 3 énormes grandes surfaces. Déjà que 2, c'était bien plus que suffisant, c'était même trop. Et on vient d'ouvrir un hypermarché beaucoup plus important. Donc tout à fait. Donc tout ça se fait au détriment des commerces Voilà, donc les gens du coup ils passent leur temps à faire des allers-retours. C'est d'ailleurs pour ça que ça fait flamber les gilets jaunes. Les gens sont obligés d'avoir une voiture en fait. Et quand je dis les gens, c'est un couple, il y a au moins 2 voitures par couple. Monsieur et madame, il suffit qu'il y ait un enfant qui a 18 ou 20 ans qui soit toujours à la maison, ça fait 3 voitures, donc ils dépensent, ils ont des frais d'essence. C'est une obligation. Du coup, oui, c'est une obligation. Donc du coup, en même temps qu'il y a ça, on ferme. Il y a la demande de Bruxelles qui est la fusion des communes. Et puis les diminutions des crédits aux communes et la diminution des crédits aux services publics. On ferme les mairies, on ferme les écoles, on ferme les postes. Donc on fait. Alors vous avez la fermeture des mairies, des postes, des écoles, etc., des commerces. Donc les gens s'en vont. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir après ça des médecins qui vont s'installer dans des trucs qui sont en train de se désertifier? Donc tout ça, c'est une espèce de. Voilà, exactement. Le médecin dans un petit village, maintenant, Ah ben bien sûr. il rentre à l'heure du soir. Bien sûr. Vous savez combien d'adhérents à la coordination rurale, vous savez? On ne communique pas sur notre nombre vous d'adhérents, communiquez pas mais après on en a partout en France, tous les départements. Dans des gros départements, on va aller à 1000-1500 adhérents. Et c'est né dans le Gers. C'est né dans le Gers, à Auch. Les fondateurs sont gersois. Et donc, J'ai fait une conférence dans le Gers il n'y a pas très longtemps. C'était le 17 décembre. Une conférence que je n'ai faite que 2 fois, qui est assez absolument chez les conférences politiques. Et celle-ci, elle est amusante. Elle s'appelle Gastronomie et politique. C'est quand même un département qui est réputé pour sa bonne chère. Voilà. Et j'avais fait une conférence pour montrer qu'en fait, l'histoire de la gastronomie et de la façon de manger est très corrélée avec les questions politiques. Vous connaissez Brillat Savarin, qui était le fondateur de la gastronomie en France, l'un des fondateurs, qui vient au 19e siècle. Il a écrit un truc qui s'appelle La physiologie du goût, et puis il est mort un mois après avoir publié ce bouquin qui reste le livre fondateur de la gastronomie. Il a cette phrase, c'est un aphorisme qui est au début, il a cette phrase: « Le destin des nations dépend de la façon dont elles se nourrissent. » On a un bel avenir, là. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Et vous voyez tout au long de l'histoire l'apparition de... Il y a une nourriture pour les riches, une nourriture pour les pauvres. Et à notre époque aussi, en fait. À notre époque aussi. Voilà.